En fait, c'est pas notre frère Alain, c'est notre frère Franck. Parce que notre frère Alain Provis vient pas souvent. Mais c'est comment ça va, mon frère Franck? Bah écoute, très bien, on n'est pas à la même heure tous les deux. Ben non, c'est... Ouais, on travaille pas aux mêmes heures, là. Il y a quand même 6 heures de décalage. C'est ça. C'est-à-dire que si t'entends gargouiller, là, c'est que c'est mon estomac qui me dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. C'est l'heure de l'apéritif. Je bois de l'eau en attendant. Tu vois, moi, le souper, ça va être d'ici 2-3 heures à peu près avec ma fille. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais, mais là, tu sors du lunch, alors. Oui, exactement. Je sors du lunch, exactement. Alors que notre lunch, il est un peu loin. C'est un vague souvenir rapide. Et en plus, il n'est pas au restaurant, parce que tous les restaurants sont fermés chez nous. Hein. Oui, mais ça, parle-nous donc un peu de la situation en France. Comment ça se passe chez vous? Ben, les Français sont des rebelles. C'est pas, je vais rien t'apprendre si je te dis qu'ils sont toujours en train de grogner, ils sont jamais contents. Et ben là, ils sont très obéissants, parce que les restaurants sont fermés. Et ben, personne n'y va. Évidemment, puisqu'ils sont fermés, mais à 18h le soir, tu es obligé de rentrer parce qu'il y a couvre-feu. Et puis, bah écoute, tout le monde obéit. Alors moi, à Paris, c'est un peu plus compliqué, il faut peut-être attendre un peu plus tard. Mais tu vois plus les boîtes de nuit, les restaurants, la fête parisienne, c'est fini. La lumière, elle est coupée pour l'instant. Voilà. Et vous avez un confinement, par exemple. Vous avez un confinement oui. En fait, on n'a pas de confinement à Paris, on a un couvre-feu, nous. OK, ben, nous aussi. Ouais, ça. Nous, on a le confinement et le couvre-feu. Ah oui, non. Là, il y a des villes qui ont des confinements. Hein. Par exemple, depuis le week-end dernier, tu as des villes comme Nice, par exemple, où le week-end, pendant deux semaines, je crois, la fin de semaine, tout est fermé et personne n'a le droit de sortir. Et c'est confinement complet du week-end. Oh, wow! Et nous, là... ça discute, mais bon, pour l'instant, il se passe rien. On n'a pas de punition comme ça. Mais là, et là, quand tu disais le couvre-feu de quelle heure à quelle heure au juste? 18h jusqu'à, je sais plus, ça doit être 5 ou 6 heures le matin, quoi. Ah oui, OK. Donc, comment ça se passe avec les loges en France, juste pour la pénurie? Très compliqué, il n'y a aucune loge. Moi, par exemple, la mienne se réunissait le 3e lundi du soir, le soir à 19h30. Okay. Impossible. Donc, on se réunit le 4e samedi dans la journée, à midi. Oh, wow. On se réunit à midi. Donc, tout le monde essaye de caler des rendez-vous dans les temples parce qu'il faut trouver de la disponibilité. Donc, il y a plein de loges qui sont en repos et puis d'autres qui travaillent le samedi, le dimanche. Voilà, c'est la journée en attendant, quoi. Oh, wow. Oui, c'est compliqué. Toi, nous, Pardon? De notre côté, au Québec, nous, on a le confinement de 8h à 5h le matin. Donc, pour nous, dans notre temple maçonnique, toutes les loges, habituellement, vont débuter vers 20h. Donc, maintenant, on offre seulement les week-ends dans le temple et ça devient de plus en plus difficile. Et on est aussi restreint à 10 personnes par tenue. Donc, donc là, je suis content en fait qu'on parle ensemble aujourd'hui parce que je voulais avoir un peu ton opinion aussi là-dessus. J'ai créé une controverse cette semaine en fait sur la planète maçonnique lors de l'émission 50. J'ai posé une question tout simple. La question en fait était reliée en fait sur l'avenir des loges maçonniques doit-il passer par l'Internet? Et c'est une question tout simple pour moi. Là. C'est de voir la situation qui se passe présentement, surtout pour nous au Québec. Là, nous, on est restreint à 10 personnes. Est-ce que nous sommes rendus peut-être à un point d'avoir des loges hybrides? T'sais, moi, on m'appelle ça Monsieur Concept. Et on a commencé à faire, en fait, au mois de mars de l'année dernière, pour ma propre loge, j'avais commencé à faire des tenues par Zoom, donc 100% Zoom et tout ça. Je pense même que je t'avais invité. Oui, exactement.
Et c'était génial parce qu'on pouvait avoir, je pense, le maximum que j'ai eu de frères et sœurs présents, c'était 87, si je me souviens bien. Donc ça, pour moi, c'était absolument fantastique de pouvoir voir ça. Mais de l'autre côté, ben, c'est sûr que, bon, on n'est pas dans un temple maçonnique, on ne vit pas vraiment la même expérience spirituelle et tout ça. Tout le processus maçonnique, c'est pas exactement la même chose. Sauf qu'au moins, ça donne la possibilité de pouvoir rencontrer des frères d'un peu partout à travers le monde et de fraterniser toujours, même si on est pris et confiné à la maison et tout ça. Et là, le nouveau concept que j'ai essayé avec mes frères et sœurs, en fait, c'est que les officiers, puisque nous on est restreint avec le nombre de personnes, donc avec 10 officiers dans la loge, j'ai installé une caméra qui a fait en sorte que les frères et sœurs pouvaient participer par le web à la tenue à l'intérieur, et ça fait en sorte que on a réussi à faire nos travaux normalement, tu sais. Et c'est pour ça qu'après ça, je posais la question, est-ce que on pouvait imaginer dans le futur des choses comme ça? Et massivement, on m'a dit non, mais un non très fort, tellement que les gens se moquaient de moi. J'ai reçu des messages de moquerie contre moi. J'ai dit, voyons donc, je vais juste poser une question, tu sais. Parce que je me demande, est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que parce que tu sais, je reviens encore avec ton livre, en fait, qui s'appelle Ma franc-maçonnerie mise à nu pour les profanes. Et dans dans une des sections, en fait, tu poses comme question, en fait, que tu couvres, ça te dit pourquoi on deviendrait franc-maçon en 2021. Et selon moi, ça me fait même réfléchir à plus loin que ça. C'est de dire, est-ce que la maçonnerie d'aujourd'hui, elle est adaptée aussi à la situation d'aujourd'hui? Donc, si je te pose ça comme question, toi, est-ce que tu crois que la maçonnerie qu'on vit présentement, elle est adaptée? Parce que, selon moi, je crois que la maçonnerie continue toujours à mourir. Tranquillement, on perd des membres. Même dans une des sections, tu as parlé de ça aussi, tu sais, qu'on a quand même eu... Il y a certaines obédiences qui sont passées. Écoute, j'en ai une, j'ai été traumatisé de voir que la Grande Loge européenne de la Fraternité universelle est passée de 2400 membres à 300 membres. Pour moi, c'est un gros message. Fait que, est-ce que, selon toi, la maçonnerie, spécialement aujourd'hui, elle est adaptée à la situation ou elle ne l'est tout simplement pas? Je vais répondre à ta question, mais ça serait bien déjà de commenter de lire les commentaires qu'il y a eu. Il y a CHBU Création, là, tu vois, qui commente ton propos et qui dit « Dis-le, tu veux faire passer les bandeaux par Zoom. » J'ai trouvé ça très drôle. Donc, on a Dieu qui est parmi nous, là, qu'on connaît bien, évidemment, qui dit « Certains ateliers sont complets à l'arrêt, donc impossible de faire des réunions dans la journée, en semaine. » Et c'est vrai, c'est ce qui permet d'ailleurs à ceux qui reprennent de travailler le samedi et le dimanche. Alors, juste une chose. Depuis le début, depuis l'année dernière, moi, il y a une image qui m'est venue à l'esprit, c'est la loge Liberté Chérie, cette fameuse loge qui est née dans un camp de concentration. Et ce sont des maçons ça a donné lieu à un livre d'ailleurs, on en parle même assez souvent. Ce sont des maçons qui se réunissaient dans un camp, donc c'était évidemment, les conditions sont pas les mêmes, et puis quand tu tapes au maillet que t'es enfermé, tu vas pas taper de la même manière, tu feras moins de bruit, la batterie va être moins bruyante si tu veux. Donc là, c'est un peu la même chose. Et puis la maçonnerie de la guerre, par exemple, Amblin a modifié son rituel du Memphis Misraïm pendant la guerre pour faire une version plus courte, parce qu'il fallait faire un rituel adapté à l'époque. Donc, la maçonnerie qui ne s'adapterait pas à l'époque, donc comme toute voie initiatique, ou toute religion, ou toute philosophie, ou toute spiritualité, si tu t'adaptes pas à l'époque, tu es destiné à mourir tout simplement. Il y a que les animaux qui s'adaptent, qui survivent. Donc ça, c'est valable pour les espèces, c'est valable pour toutes les pratiques humaines. Et nous, là, en ce moment, on était dans un confort, on est dans un confort de gens riches et bien portants, parce que la maçonnerie, rappelons-le, c'est quand même fait pour les gens bien portants. On a assez peu de gens pauvres et malades, ils sont pas tous bien acceptés, et on va pas les chercher, c'est pas là qu'on va recruter dans les loges. Mais dans nos loges, d'un seul coup, on se dit, tiens, il y a un problème, c'est que notre petit confort est perturbé. Et c'est ce qui se passe depuis 1 an. Alors, pendant 1 an et demi, 2 ans, si on doit arrêter de travailler dans les ateliers,
les ateliers vont se reconstituer tranquillement et puis ça va reprendre son cours. C'est un peu comme une marée noire quand il y a un gros bateau qui vient déverser du pétrole. On va falloir nettoyer pendant un moment et puis la vie reprend son cours. C'est comme quand une bombe explose, il y a une catastrophe et puis petit à petit on revient, les gens s'habituent, puis un jour on finit même par oublier que ça a eu lieu, puis ça rentre dans les livres d'histoire et puis on n'en parle plus. Là, est-ce que c'est assez fort pour modifier la culture et la structure maçonnique? Je ne le crois pas. Mais par contre, je crois que l'époque, et ça c'est notre époque générale, et tout ce que nous sommes en train de vivre est une période de mutation. Et donc forcément, ça plus ça plus ça, ça va forcément influencer et impacter la maçonnerie dans notre pratique. Et ce que tu es en train de me raconter là concernant le travail avec des réunions Zoom ou autres, oui, ça va. Ce sont des outils qui à un moment donné vont s'agréger dans la pratique maçonnique. Et puis je vais te donner l'exemple de ma loge pour comparer, pour échanger. On parle boutique, tu sais, on échange nos expériences. Nous, en ce moment, on fait le 4e samedi de midi à 15h. Et puis, 15 jours plus tard, on se retrouve sur Zoom. Et là, on fait un travail à distance. Donc, un travail en distanciel, un travail en présentiel, un travail en distanciel. Et ça permet de maintenir le lien. Il y a aussi une autre instance dont je m'occupe, c'est la Fraternelle des écrivains maçonniques de Paris. Okay. Et j'en suis le président depuis, c'est ma 4e année là. Et évidemment, la plus âgée est dans sa 100e année là depuis 1 mois et demi. Donc, ce sont des écrivains pour certains assez âgés, ils ne veulent prendre aucun risque. Depuis en 1 an, on s'est retrouvés une seule fois, juste au mois de septembre pour l'Assemblée Générale. Et encore, on était en comité très restreint, donc on est une 40aine. Mais là, on est en distanciel, on fait du Zoom et on a des conférences tous les mois avec un invité et on fait nos travaux à distance et des travaux de fraternelle. Donc ça s'y prête très très bien, mais on ne prend aucun risque. Mais dès que ça va reprendre, mais ça y est, 2-3 mois après, ce sera un mauvais souvenir, tout comme lorsque les restaurants ouvriront à Paris. Tout le monde va s'acheter au restaurant et puis au bout d'un moment, on oubliera qu'on a eu faim, donc c'est tout. C'est souvent comme ça. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir reprendre les travaux puis que ça redevienne comme avant. Moi, j'ai juste peur que ça redevienne pas nécessairement comme avant, tu sais, ou ça risque peut-être de prendre un peu plus de temps avant qu'on soit capable de revenir par avant. Mais si je te pose la question, pourquoi qu'on deviendrait de franc-maçon en 2021, spécialement avec la situation du COVID, pourquoi qu'on deviendrait franc-maçon? Alors, c'est une très très bonne question que tu poses là, parce que, comme je disais tout de suite, Covid, c'est juste un épiphénomène, même si c'est un phénomène mondial et un phénomène important, c'est un épiphénomène comparativement à la vie maçonnique. Si tu prends un calendrier de 12 mois et puis tu places les 300 ans de vie de la franc-maçonnerie structurée depuis 1717, et puis, tu passes toute l'histoire de la maçonnerie, tu vas te rendre compte qu'il y a eu des périodes d'arrêt, il y a eu des périodes d'effervescence, il y a eu des périodes de chaos, de down, et puis ça reprend. Voilà. En fait, c'est comme un feu. Tant que l'étincelle, elle est là et qu'on peut redémarrer, un petit coup de vent, boum, ça redémarre. Donc là, en ce moment, et là je vois, il y a Dieu qui a mis un commentaire, il nous dit qu'il était dans une conférence tout à l'heure donnée par la chaire de philosophie et qui justement lançait le problème du renouvellement de la maçonnerie. Mais ça, c'est ce dont je parle dans mon livre et c'est un sujet qui me tient à cœur. Ce qui est intéressant, c'est la maçonnerie en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il est utile qu'elle continue comme ça? Moi, je me pose vraiment la question parce que nos rituels sont immuables. Je ne suis pas du tout partisan de changer quoi que ce soit. Nos rituels, ce sont des outils qui passent le temps, qui passent toutes les cultures, puisque c'est une sorte d'agrégat de plein de disciplines qui viennent de la nuit des temps. Donc les maçons n'ont pas spécialement inventé grand-chose, ils n'ont fait que de récupérer, d'agréger. Mais par contre, la manière dont nous le faisons, les objectifs pour lesquels nous le faisons, ça c'est important. Et s'il y a eu une époque où la maçonnerie ça servait essentiellement à faire évoluer la société, à nous ouvrir, à communiquer, à interéchanger, etc., à influencer la politique,
Est-ce qu'en 2021, la maçonnerie a ce rôle? Mais non, il y a tellement de plateformes qui le font beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de rentrer en maçonnerie pour cultiver les gens, pour leur apprendre la philosophie, par exemple? Ben non, il y a des universités partout. Tu vas au Québec, tu vas à l'UQAM, puis tu vas à Sherbrooke et tu vas partout. Tu as des universités partout. Et l'université du Québec à Sherbrooke, et t'apprendras 100 fois plus de choses que tu peux en apprendre en loge. La loge, c'est toujours superficiel, c'est la fraternité qu'on y vient travailler. C'est la révélation de l'humain. Et c'est de ce questionnement-là, c'est peut-être ça où la maçonnerie a des questions à se poser aujourd'hui et une remise en question à faire. C'est que on avait une place de l'Église pendant longtemps qui répondait aux problématiques et aux nécessités spirituelles. Et aujourd'hui, nos nécessités matérielles deviennent tellement prédominantes et écrasantes que on a besoin de mettre du spirituel. Et là, la maçonnerie a peut-être une carte à jouer. Je dis peut-être, moi personnellement, je pense que oui. Mais c'est un avis absolument personnel et pas forcément général. Et là, c'est peut-être ça le grand virage. Le grand tournant, c'est le 21e siècle de la maçonnerie sera spirituel ou ne sera plus parce qu'elle n'aura plus d'utilité. Elle n'a pas d'utilité. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Tellement intéressant parce que justement, dans l'histoire, la maçonnerie, elle a débuté spirituellement, elle s'est impliquée dans la politique, dans les droits et libertés et tout ça, et maintenant on retournerait vers le côté spirituel. Regarde, par exemple, j'étais en train de discuter de ça avec une très jeune sœur qui a moins de 30 ans, qui est très impliquée dans l'activité sociale, et je disais, c'est important parce qu'on voit les femmes, et les jeunes femmes ont envie de rentrer en maçonnerie pour s'impliquer. Et les sœurs plus âgées, j'en fréquente beaucoup, mais quand je dis beaucoup, pas autant un peu moins de frères, mais j'en connais, elles sont encore dans l'ancienne école de la demande de l'autorisation, et elles sont dans l'obéissance. Obédience, hein, c'est le même mot. Hein. Les jeunes sœurs, elles sont là, elles veulent bousculer. Et les jeunes frères, eux, se posent des questions. Mais les jeunes sœurs, elles rentrent et se disent, nous femmes, on a une carte à jouer. Et je le dis, le jour où les jeunes femmes vont rentrer en maçonnerie, elles vont bousculer la maçonnerie. On en a déjà, nous, dans notre obédience, là, il y en a quelques-unes là, qui sont en train de changer notre monde. Puis il le faut. Ouais. Mais il le faut. Mais je prends souvent des parallèles avec l'informatique, l'automobile. Le jour où les femmes se sont appropriées l'automobile et l'informatique, on était dans un système de codage assez compliqué avec des codes barbares, de Fortran, de trucs que personne ne comprenait. Et puis, d'un seul coup, ça s'est féminisé avec des gens comme Steve Jobs, en l'occurrence. Et puis, là, on est arrivé avec de l'informatique Apple, qui est quelque chose de très convivial et le social a pris le dessus. La voiture, c'est pareil. La voiture, fallait tourner la manivelle, c'était physique. C'est pas une femme qui allait tourner la manivelle, à moins d'avoir des bras comme ça, mais c'est pas à moins d'être la sœur de Schwarzenegger, mais en général. Aujourd'hui, la voiture, elle s'est adaptée à la famille, elle s'est adaptée à la sécurité. Alors qu'avant, c'était un objet de course et de comparaison pour les hommes. Eh bien, la maçonnerie, aujourd'hui, elle est encore très masculine. Je me dis, ça va être très, très, très intéressant de voir comment les femmes vont amener leurs pattes, influencer et nous amener dans une maçonnerie encore plus humaine et plus axée sur le cœur, le travail du cœur. Tantôt, dans ton livre, tu parlais justement des effectifs des obédiences en France et tout ça. Je l'ai lu par obédience, mais est-ce que tu as une statistique globale en France du pourcentage de maçonnerie qui est féminine? En fait, qui sont des femmes? Ben oui, on a un maçon sur 5 qui est une femme, mais un tout petit peu moins. On est quasiment à 20%. C'est très peu. Très très peu, et la croissance, elle est très très lente surtout. Est-ce que tu as des théories sur pourquoi que c'est beaucoup plus lent? Parce que nous, au Québec, je te donne un exemple, je sais que tu avais fait l'exercice, puis je t'avais envoyé nos statistiques, mais nous, c'est quasiment 50% pour notre obédience. Là, on est tout près de, je pense, c'est 45-50%. Oui, mais c'est toujours pareil. Mais c'est un peu comme le
message que vient de nous mettre la Casa Nobla, là, en t'écoutant, je lis. Franchement, j'étais dans une loge mixte et maintenant je suis en masculine. Je n'ai pas l'impression que la présence ou non de femmes change quelque chose à la qualité des travaux. Il a parfaitement raison. Et c'est la même réponse que je vais te faire à toi. C'est que moi, j'ai été initié dans une loge monogenre. Et je suis passé à la mixité après. C'est difficile parce que c'est un peu comme un poisson. Tu lui poses la question sur la qualité de l'eau, il va te parler de son aquarium. Si on te dit que la qualité de l'eau mondiale est en train de changer, c'est une tendance mondiale. Et nous, on juge toujours par rapport à l'espace dans lequel on navigue. Donc c'est notre loge, et quand on change, on voit et on se dit, il se passe ça, et on va se faire une idée par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est de vivre ce que l'on vit évidemment dans la loge, mais d'avoir une vision globale. Et pour l'instant, la vision globale, c'est que la maçonnerie, elle n'est pas encore assez attrayante, j'allais dire sexy, mais ça va être interprété après. Mais elle n'est pas assez sexy pour attirer les femmes. C'est pas très agréable, puisque qu'est-ce qu'on y fait vraiment? Et ça, c'est la problématique. C'est une problématique de communication, surtout. Avant toute chose, c'est vraiment une problématique de communication. Mais j'irai plus loin que ça aussi. Moi, j'ai l'impression, parce que, tu sais, moi, avec Sylvain et Claudia, nous, on va faire quasiment tous les mois des conférences sur la franc-maçonnerie pour expliquer qu'est-ce qu'est un franc-maçon en 2021. Et la première question que les femmes viennent nous voir, c'est de dire, je suis quand même surprise qu'il y a des femmes en maçonnerie. Et j'ai l'impression, c'est peut-être juste ça, c'est que le message est encore très fort prononcé à propos que la maçonnerie, c'est uniquement axé sur les hommes. C'est peut-être ça aussi. Je suis d'accord avec toi, communication. La problématique, et ça c'est valable au Québec, mais c'est valable aussi en France où on est un peu plus nombreux, c'est que notre communication sur l'image de la maçonnerie est donnée par qui? Regarde qui se charge de diffuser la communication. Les obédiences. Pour les scandales, les journaux. Alors quand tu as un magazine qui fait ses choux gras en allant annoncer qu'il y a 3 pieds nickelés qui vont essayer d'assassiner quelqu'un, ça fait un scandale. Tu te dis, d'ailleurs tu te demandes d'où ça sort des affaires pareilles. Puis on dit ce sont des maçons, parce que là c'est super, on leur a mis une étiquette dans le dos, maçon. Bon, voilà, la communication de la maçonnerie, elle se limite à ça. Les autres disent, moi j'ai envie de travailler discrètement, j'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie d'en parler à mes voisins. C'est une pratique personnelle et c'est respectable, il n'y a rien à dire à ça. Le problème, c'est que quand tu as une majorité qui travaille discrètement et que tu as de l'autre côté des médias qui, d'un côté pour les grands médias, ne parlent de la maçonnerie que pour parler des déviances, et des grands maîtres qui ne sont là que pour dire merci d'avoir voté pour moi et votez pour moi encore dans 3 ans. On est dans un discours politique et ce n'est pas de la communication. Donc on n'a pas de médias, on n'a rien, aucune plateforme qui diffuse quelque chose qui donnerait envie de venir, c'est-à-dire une vraie plateforme de communication qui explique ce qu'on y fait. Ouais. Mais tu sais, pour ce qui est du côté de la maçonnerie féminine, je crois que dans les médias, moi, je pense que la seule personne que je vois vraiment souvent, c'est Marie-Thérèse Besson, puis c'est tout. Il n'y a personne d'autre qui va vraiment représenter la maçonnerie féminine. Peut-être, en fait, la grande maître de la Grande Loge de Culture et Spiritualité aussi, qu'on peut voir là, tout récemment là, dans les médias. Mais sinon, c'est uniquement masculin. Elle est très discrète. Non, Besson, c'était l'ancienne grande maîtresse, c'est Carvela maintenant. Mais la nouvelle, enfin la grande maîtresse, c'est la GLCS, Christine, et Christine communique relativement peu. Donc, mais en fait, tu entends 2 grands maîtres en maçonnerie. Il y a le grand maître du Géo, le grand maître de la Grande Loge de France, c'est tout. Ce sont les 2 grands maîtres qui s'expriment. Au DH, le président, tu ne l'entends jamais. Moi, je suis à la Grande Loge Mixte de France. Mon grand maître, il n'est pas sur les plateaux télé tous les matins, puis on ne l'invite pas non plus, parce que on va inviter traditionnellement le Grand Orient et la Grande Loge de France. La GLNF est très discrète, c'est la culture GLNF, donc il n'y a personne. Et ce qui manque, c'est une plateforme de communication. Alors certains disent comme le dit Vincent là dans les commentaires que j'ai sous les yeux, est-ce que une plateforme pour attirer n'est pas contraire à l'esprit maçonnique en fait? Alors oui, c'est vrai, parce que en fait, et ça c'est compliqué parce qu'on dit la maçonnerie, il y a le secret, donc c'est le secret des travaux, c'est le secret de l'appartenance pour les autres.
Ouais. Et si on commence à créer un journal, c'est problématique parce qu'on dit un journal, une radio, enfin quelque chose qui communiquerait au sens large. Ou une télévision, pourquoi pas. Ouais. On va dire, ben oui, mais ça sert à quoi? C'est pour médiatiser, c'est pour vulgariser. Non, ça peut être simplement pour créer de la transparence. Et là, c'est pas du tout l'intention, elle est là. Alors, si tu crées de la transparence, ça veut dire que tu dois créer un média qui doit être gratuit, déjà, qui doit être grand public, c'est-à-dire que tu n'affiches pas dedans les secrets d'une initiation, parce que sinon tu supprimes une partie de l'intérêt du travail. Hein. L'initiation, ce que l'on va vivre, c'est pas la peine de le galvauder et de le diffuser avant. Et tiens, il nous parle Casanova que les rites égyptiens, on les entend encore moins. Ben, ça tombe bien, je suis moi dans les rites égyptiens. C'est ça. On a la bonne personne à parmi nous aujourd'hui. Bah oui, les rites égyptiens, on les entend moins parce qu'ils sont pas très nombreux non plus. Et puis une tenue au Memphis Misraïm ou à Mizraïm, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est assez complexe et il faut en vivre plusieurs pour comprendre ce que l'on fait. Donc oui, c'est pas quelque chose qui se vulgarise, mais c'est pas tant le travail de ce qu'on y fait, mais ce que l'on peut faire dans un média, c'est pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça nous apporte. Et ça, c'est de l'expérience. Eh bien, c'est le principe des impressions. Les impressions regarde bien des impressions d'initiation. Tu peux les balancer dans n'importe quel journal, dans la presse ou le journal de Montréal. Tu vas rien révéler de particulier parce que que fait le jeune apprenti qui parle de ses impressions? Il dit simplement ce qu'il a ressenti. Et ça se discute pas. C'est que lui, il a vécu ça. C'est ça. Ben, pour moi, ça fait partie du secret maçonnique parce que c'est son expérience à cette personne-là, tu sais. Mais écoute, je suis pas sûr que ce soit un secret, ça. Ah oui? C'est pas un secret. Pourquoi? Explique-moi ça. C'est pas un secret parce que si tu dis, par exemple, si je te dis, quand je vais te prendre un exemple très simple, si dans ton rite, tu as une planche à bascule, imaginons. Quand tu dis le moment où j'ai basculé, j'ai ressenti un moment de vide et je me suis senti face à une énorme peur. Qu'est-ce que tu appelles comme secret? Tu dis qu'il y a un truc de bascule? Bah oui, mais tu ne montres pas, tu dis simplement qu'il y a un truc de bascule et que la bascule t'a fait peur. Ça, c'est quelque chose de ressenti. Il n'est pas évident que la personne... L'autre pourrait très bien me dire, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quelqu'un pensait qu'on était en train de lui prendre du sang. Et il dit, mais on m'a pris du sang. Bah ouais, mais c'était son ressenti. Sauf qu'il n'y a personne qui se fait prendre du sang dans aucune initiation, ça n'existe pas. Ouais. Non, je sais. Quand je dis l'aspect personnel, c'est que pour nous, souvent en loge, on a entendu, en fait, moi j'en ai entendu des histoires et certains, ça allait vraiment dans un aspect extrêmement personnel parce que leur revivre des mémoires du passé et tout ça, tu sais. Donc, des fois, ben, c'est des choses que justement le frère ou la sœur va vouloir s'exprimer en loge, mais il ne voudra pas nécessairement que ça soit repris un peu partout sur Internet, tu sais. Donc, c'est pour ça que l'aspect secret, l'aspect personnel, pour moi, c'est un peu ça aussi. Tu sais, maintenant, là, il y a Dieu qui nous dit Radio Delta est un média ouvert, gratuit et maçonnique. Sur Internet, si tu cherches, tu tapes n'importe quel... d'abord, tu rentres dans une librairie, tu as 11 000 livres maçonniques, tu vas trouver tous les rites jusqu'au 33e du RE2A, tu vas tout trouver dedans. Si tu vas sur Internet, tu vas trouver toutes les planches dedans. Donc, le secret de quoi? Si tu sais quoi chercher, tu vas le trouver en 2 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il y a caché? Il doit y avoir l'équivalent, et je ne dois pas me tromper beaucoup, d'environ 2500 maîtres maçons qui démissionnent en France chaque année. Tu entends ce que je te dis? 2500. Et je suis en fourchette très, très basse. Ça veut dire que si tu as 2500 maîtres qui démissionnent, bah, ils peuvent s'exprimer pour dire tout le mal qu'ils pensent de la maçonnerie, si c'était un complot. Donc tout ça, c'est ouvert à tout le monde. Celui qui cherche, il trouve. Donc il n'y a que les complotistes qui ne trouvent pas, parce qu'eux, ils cherchent quelque chose qui n'existe pas, qui est fantasmé. Mais celui qui veut se faire initier et qui préalablement ont besoin de tout apprendre et qui veulent tout voir, ils vont arriver à l'initiation, ils en sauront plus que le vénérable. Donc
il n'y a que celui qui a envie d'arriver réellement vierge à son initiation qui va le faire, parce qu'il va s'interdire toute lecture, il va s'interdire tout dévoilement préalable. Donc, mais de toute façon, le secret de la maçonnerie, c'est justement de vivre quelque chose et de se laisser surprendre pour que la lumière puisse briser la carapace, et si un petit rayon de lumière, une parcelle de lumière pénètre à l'intérieur, ça veut dire qu'ensuite cette lumière va pouvoir rayonner et accéder. Si un peu de lumière rentre, beaucoup de lumière va pouvoir ensuite sortir. Et tout le travail, c'est de laisser sortir la lumière de soi. C'est pas d'aller chercher quelque chose d'extérieur. Donc, ceux qui viennent par curiosité, c'est écrit dans tous les cabinets de réflexion, que ce soit au Québec ou en France. La curiosité, ça n'aboutit à rien, et on leur dit, si c'est ça qui t'a conduit ici, va-t'en. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça, pour moi, ça revient, le secret maçonnique, comme tu dis, c'est ton expérience, c'est ta lumière et tout ça, tu sais. Et c'est pour ça aussi que, comme qu'est-ce que Dieu dit présentement, que Radio Delta est un média ouvert, la même chose pour Sous le bandeau aussi, tu sais, on fait partie de Radio Delta, mais je dis, c'est ça le but, c'est de la transparence, c'est de montrer qu'est-ce qu'il y en est, parce que jamais j'ai vu la maçonnerie se battre contre les complotistes en leur disant non, vous dites pas la vérité, blablabla. Mais souvent, j'ai vu à la place la maçonnerie montrer de la transparence, comme on est en train de faire présentement. Comme ça, les gens vont être capables avec leur propre jugement, de décider qu'est-ce qu'il y en est vraiment, tu sais. Puis sinon, comme tantôt tu parlais des anciens maçons, il y en a pas beaucoup là, justement qui sont rebellés contre la maçonnerie publiquement ou quoi que ce soit. Tu sais, peut-être le seul que j'ai vu là, qui est vraiment populaire, là, il est rendu converti au christianisme. Là. Il a écrit, je me sais plus combien de livres, il est très drôle, c'est un Français. Puis il venait du droit humain, puis là finalement il avait atteint le 18e degré, puis là finalement il a jamais rien compris de qu'est-ce qui était le 18e degré de toute façon, là, mais il s'est reconverti au christianisme et là il parle contre l'ordre initiatique, tu sais. Mais sinon, c'est ça, on n'en verra pas. Quand les gens vont quitter la maçonnerie, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose d'autre, ou peut-être que la maçonnerie était juste un passage sur leur chemin, puis c'est tout. Là, ils ont continué leur chemin spirituel. Ce qui est intéressant, il s'appelle Gallardo, là, je parle Et il dit, lui, qu'en fait, il s'est rendu compte un peu tardivement qu'il servait Lucifer, et maintenant il sert le Christ, quoi. Il sert Dieu. Donc, ça y est, il a enfin trouvé sa voie. Le problème, si tu veux, d'un converti, c'est que si tu dis il s'est converti une fois, il a changé de parti politique pour le tien, c'est que tu dis à quel moment il va me trahir moi pour aller chez une autre. C'est un peu comme le gars qui a une maîtresse, si tu veux, qui quitte sa femme pour habiter avec la maîtresse. La maîtresse, elle se dit toujours à quel moment il va me quitter pour une prochaine maîtresse. Et lui, il fait la même chose en fait. C'est qu'il est en train de critiquer d'où il vient, pour dire je servais, mais à quel moment il va se rendre compte que, en fin de compte, son paradis, son enfer, Dieu et tout le machin, il va se rendre compte qu'il y a des saloperies dans l'église, comme il existe aussi des saloperies partout dans toute activité humaine, et que il s'est trompé, puis il va en prendre une autre, et puis il va écrire encore des livres contre l'église après. C'est ça. Donc bon, tout ça sert en fait à l'écosystème de communication. C'est-à-dire qu'on a un écosystème avec ceux qui disent que la maçonnerie c'est bien, on a ceux qui disent oh là là c'est diabolique. Exact. Et tout ça crée un équilibre. Mais il reste que nous n'avons pas une communication globale et assez puissante pour influencer et modifier l'image de la maçonnerie. C'est que l'image pour le grand public, ça reste quelque chose d'assez caché et d'obscur, où il s'y passe des choses qu'on ne comprend pas bien. Et l'image, elle n'est pas bonne, parce que on se cache, forcément, c'est pas bien. Et on y fait de la politique, et on vient pour comploter, et on a des copains Illuminati qui eux-mêmes sont associés aux reptiliens, et forcément, ça vient d'une autre planète, quoi. Exact. C'est les extraterrestres. C'est sûr qu'il faudrait prendre plus de place sur la planète médiatique, mais j'ai l'impression, c'est ça, il y a le moment que ça arriverait, j'ai l'impression que là, les complotistes en rajouteraient, puis là, ils continueraient à vouloir nous attaquer et tout ça. Tu sais, qu'on parle de bien, comme disait Coluche, qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel, c'est parler de moi, voilà, c'est ça. Oui, il y a Casanobla et puis Dieu là qui le connaissent bien, ils disent c'est Serge Abad Gallardo. Oui, c'est ça. Les copains, ils sont allés chercher sur Internet, c'est tricheur. On le salue. On le salue. On leur donne pas le point, ils ont triché, j'en suis sûr.
Et- Mais, Oui, mais attends, juste un truc, Franco, très intéressant. Il y a ouais, Casanobla qui écrit bizarrement ces anciens maçons convertis n'acceptent jamais les débats avec des francs-maçons. C'est ouais, intéressant parce que je suis sur une radio qui s'appelle BTLV ouais. et le journaliste Bob me dit on va te passer quelqu'un. Et donc ce quelqu'un, c'est un ancien universitaire en retraite qui lui a fait des études et il a dévoilé le secret de la franc-maçonnerie. Et Ah donc, oui. son secret, il le dit, hein, il dit, c'est une secte qui sert Lucifer. Et moi, le journaliste, il me dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, je dis, le gars, il est en train de nous expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie, il n'est jamais rentré dans une loge, il n'y connaît rien. Donc, Ouais. c'est un peu, si tu veux, comme un gars qui aurait jamais mangé de tarte à la fraise et qui te ferait des commentaires et des livres sur la tarte à la fraise. Au moins, goûte-la un petit peu, puis après, t'en parleras. Lui, Ouais. il n'en sait rien, mais il parle. Mais Alors, tu je sais dis, que le commentaire le plus commun de ces gens-là, parce que moi aussi j'ai discuté avec ce genre de gens-là, à chaque fois on me disait oui, mais tu n'as pas compris, tu n'es pas rendu au 33e degré. Ah ben motadine, bon, mais c'est pour ça. c'est pour ça, c'est ça. Ah oui. Ah. Alors, c'est intéressant parce que il y a une réunion d'un groupe d'extrême droite dans le sud de la France et ils présentent ça dans la réunion en présentant justement ce passage télé où on me voit et on voit l'autre. Et là, ils en discutent. Et il y avait, je me demande s'il n'y avait pas Gallardo qui était là. Mais il y avait justement le professeur Lochlarmer, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et moi, je dis au journaliste qui m'interviewait, je dis, mais moi, je vous propose une chose, le professeur Lochlarmer, amenez-le sur un plateau, et puis amenez-le sur un plateau, c'est le cas de le dire, amenez-le sur notre plateau, et puis, moi, j'ai envie de me trouver en face de lui, moi, j'ai envie de débattre et d'échanger avec lui, parce que si le gars, sans entrer dans une loge, il a compris que la maçonnerie, c'était luciférien, moi, ça m'intéresse, faut qu'il m'explique, j'ai pas envie de me faire du mal et de perdre 20 ans de ma vie pour rien, donc, j'ai envie de le rencontrer, mais comme le dit Casanobla, ces anciens maçons n'acceptent jamais le débat. Ben ouais, ils sont jamais là, ils sont planqués derrière leur caméra, ils accusent les maçons de tous les maux, et puis voilà. Il y a juste un truc pour conclure, Dieu nous confirme qu'il n'a pas triché, il était sous sa douche et il a écrit d'une seule main. Oh. Ben là, c'est bien, fait que maintenant, l'émission Sous le bandeau est diffusée dans toutes les douches en France, donc c'est excellent. Merci Dieu, cet honneur. Oui, parce que Dieu doit être un reptilien aussi, donc il craint pas l'eau, ça ne le dérange pas. Parlons un peu plus aussi de ton livre, encore une fois, Ma franc-maçonnerie mise à nu pour les profanes. On parle de douche, donc mise à nu, je pense que c'est quand même approprié avec tout ça. Évidemment. Pourquoi une édition 2020? 21. Pourquoi l'édition 2021? Oui, exactement. Parce que en fait, la première édition datait de 2016 et je posais nu sur la couverture pratiquement. Ouais. Et ça n'avait pas été sans faire un scandale parce que pour certains c'était honteux alors que tout le monde le sait, on n'est ni nu ni vêtu. Hein. Ouais. Je me suis dit. Et puis si c'est la franc-maçonnerie mise à nu, que l'auteur se mette nu. Donc je me mets presque nu. Il y avait le tablier qui cachait des parties importantes de mon anatomie. Et ce qui est important, donc on a beaucoup plus parlé de la couverture que de l'intérieur du livre. Et le livre faisait 52 000 mots, 220 et quelques pages. Et en fait, il fait autant de pages, mais on a réduit le caractère. On est passé de 14, qui était trop gros, à 12. Par contre, on a remis 20% de texte en plus parce qu'on a parlé de la maçonnerie féminine. Et là, il y a un chapitre complet sur la maçonnerie. Et surtout, la maçonnerie anglaise et nord-américaine. Et ça, surtout l'américaine des USA. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé avec une sœur et on a fait exactement le même livre. On l'a adapté en anglais et il sort le mois prochain. Et donc, c'est un livre qui n'est pas une traduction, c'est une adaptation anglaise. Ça veut dire qu'elle a repris tout ce qui était intéressant, mais elle l'a adapté au marché anglais. Alors, il y a plein de choses, des erreurs, pas des erreurs, pardon, des choses. Ouais. Par exemple, je dis à un moment donné, si vous venez chercher des super pouvoirs comme Harry Potter, ne croyez pas que la loge c'est Poudlard. Et Poudlard, c'est l'école des sorciers. Sauf que le problème, c'est que en anglais, ça se dit pas Poudlard. C'est un nom juste pour les Français. Ouais, ça, c'est Hogwarts, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Exactement. Et là,
c'est fait de plein de subtilités comme ça. Et quand on travaille à une adaptation d'un livre, donc il y a eu 1 an et demi de travail. Donc ça veut dire que ce livre sort en version française et il y a une adaptation anglaise qui sort le mois prochain, qui est terminée d'écrire. Là, elle est en cours d'impression. Et donc c'est vraiment un enrichissement, une modification, une adaptation. C'est vraiment une réédition, quoi. C'est pas une réimpression, c'est une réédition. Une réédition. Puis pourquoi faire au juste ce genre de livre? Est-ce que tu crois qu'il y a un besoin présentement pour ce genre de livre-là? De tous les livres que j'ai écrits, là, j'en suis à mon 8e, c'est le livre qui est pour l'instant le plus vendu. Ah ouais. Pourquoi? Parce que les maçons sont en France 170 000 en gros, et ils lisent de moins en moins. C'est de plus en plus compliqué et puis il y a surtout de plus en plus de livres sur le marché. En revanche, ceux qui ne sont pas encore rentrés, eux, quand ils ont besoin d'avoir de l'information, ils vont chercher, et les livres qui exposent de manière simple, de manière pédagogique, ce qu'est la franc-maçonnerie. Et comme je l'écris dedans, c'est pas un livre pour vendre la maçonnerie. Je fais autant de sacralisation que de diabolisation. Je suis capable de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Le but, c'est vraiment de parler comme un ami qui dit, voilà Franco, si tu as envie de venir, viens pour telle et telle raison, mais si tu viens pour ça, ne rentre surtout pas. Mais c'est pas quelqu'un je suis pas représentant de commerce, et moi, il n'y a rien de pire que de faire rentrer quelqu'un qui va être déçu, qui va partir, et qui en plus peut ternir, déstabiliser notre travail. Autant faire rentrer quelqu'un de motivé. Donc c'est vraiment le principe, quoi. Moi, j'ai bien aimé, en fait, c'est sûr, on le sait, là, je l'ai pas lu, en dedans de 24 heures, ça m'a pris, j'ai pas lu le livre au complet, mais j'ai quand même été voir quelques sections. Le choix du rite, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, quand je suis rentré en maçonnerie, je n'ai jamais eu le choix du rite. Moi, je suis rentré à la Grande Loge Génie du Canada et boum, j'ai tombé sur une loge du rite écossais ancien accepté. Aujourd'hui, avec l'Internet, quand on parle de transparence et tout ça, j'ai l'impression qu'on est en mesure de on parle de, c'est peut-être pas nécessairement le bon mot, mais de vendre nos rites, de dire, le rite de Memphis, ça apporte telle chose. Le rite écossais ancien accepté, ça peut apporter telle autre chose. Quelqu'un qui va être peut-être plus philosophique va peut-être vouloir plus aller vers le rite français. Le choix du rite, comment tu le vois, toi, en 2021? Le choix du rite, il est très simple, c'est que tu as un martien qui n'a jamais mis les pieds sur Terre, et puis le gars, il arrive, il atterrit pile au carrefour de Saint-Denis et Sainte-Catherine, si tu veux, et puis là, il rencontre Franco, et puis il lui dit, est-ce que je dois m'installer là? Et l'autre, il va dire oui, parce que le Québec, je t'assure, c'est beaucoup mieux que l'Ontario, et puis c'est beaucoup mieux que les Maritimes, et puis si t'allais à Winnipeg, tu verrais, c'est pas très joli là-bas. C'est vrai, c'est platement. Et le gars qui a jamais vu un être humain, t'es le premier qui voit, il va dire de quoi il me parle. Comment veux-tu qu'il fasse la différence entre les provinces du Canada? Il a jamais mis les pieds sur terre. Et c'est la même chose pour un profane. Tu vas lui parler des rites et lui, il ne sait déjà pas ce qu'est la maçonnerie. Donc, le rite, c'est ce que j'écris, laissez-vous porter, faites confiance à quelqu'un. Alors par contre, oui, il y a quand même des problématiques. Par exemple, quelqu'un qui serait complètement allergique à la spiritualité, faut pas l'envoyer au Memphis Misraïm où l'ouverture rituelle dure 30 minutes et autant à la fermeture. Ah oui. Si tu as quelqu'un qui a du mal à apprendre son texte, l'envoie pas à émulation où il doit tout connaître par cœur. Oui, si le gars il a déjà du mal à retenir ton numéro de téléphone, tu te dis comment il va faire pour apprendre le rituel. Donc voilà, ça c'est des subtilités mais qui est lié à la personne. Mais pour le reste, un rite, écoute, on finit. C'est comme toi, t'es né au Québec, t'aimes le Québec, et puis moi je suis né chez les Gaulois, j'aime ce pays. Puis si j'étais né chez les Belges, je les adorerais, et puis même chose chez les Allemands. Tu aimes le pays où t'es né, et puis voilà, la même chose avec son rite, et puis tout le monde te dit, oui, mais mon rite, ton rite, c'est le tien, c'est tout. Ouais. Et puis le rite du voisin, va le découvrir, mais fais pas de prosélytisme pour le rite. C'est la même chose pour un profane. Effectivement, mais j'ai remarqué aussi que en fait, j'ai remarqué ça au Québec. Moi, avec les loges qu'on a présentement, souvent, des fois, mais quand on recevait des candidatures, des fois, les loges voulaient se battre pour avoir certains candidats et tout ça, tu sais.
Puis là, la première question, je leur demandais, je disais, oui, mais c'est quoi l'utilité d'avoir certains candidats dans certains rites ou dans certaines loges? Parce que, est-ce que les loges pensent à juste acquérir des nouveaux membres ou on pense au mieux de ce nouveau membre-là aussi, là, tu sais. Parce que souvent, j'en ai vu, moi, des frères et des sœurs qui sont rentrés, disons, je sais pas, moi, sont rentrés au rite écossais rectifié et quelques mois plus tard, on décide de quitter la maçonnerie. Ça fait que finalement, le processus n'était pas très bien pour eux. Puis peut-être un an ou deux plus tard, sont rejoints au rite français dans une autre obédience parce que finalement, ça les rejoignait plus, là, tu sais. C'est sûr que les premières 3 années, ça va permettre aux maçons justement de découvrir puis de voir est-ce que la maçonnerie qu'il vit présentement, c'est sa meilleure maçonnerie. Puis on dit toujours qu'au 2e degré, une fois qu'on est rendu compagnon, on peut voyager. En tout cas, nous, on est au 2e degré, on peut aller voyager puis voir d'autres choses, là, tu sais, parce que le compagnon a besoin d'expérimenter. Fait que, pour moi, il y a quand même cet aspect-là qui est important aussi, là, au moins de s'assurer que le candidat qui cogne à la porte du temple soit envoyé au bon endroit. C'est tout le rôle en fait, et ça c'est assez fort chez les Anglais, beaucoup plus que qu'en France. C'est le rôle du parrain. Et parce que chez nous, le parrain, c'est le représentant de commerce qui t'amène dans la loge, et puis une fois qu'il t'a amené là, il prend sa commission, il prend son salaire, et puis après, tu ne le revois plus. Et tu te dis, tiens, je plaisante, il n'y a pas de commission, mais alors que dans la maçonnerie anglaise, c'est le parrain qui t'amène, mais si tu ne payes pas ta capitation, ou si tu te comportes mal, c'est même pas toi qui es convoqué, c'est ton parrain qui va répondre de toi. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et là, ça veut dire qu'il y a une réelle responsabilité de celui qui doit te transmettre. Et c'est toute la problématique de la transmission. La maçonnerie, c'est pas un regroupement. Et si tu gères une loge comme un manager va gérer une entreprise en disant je vais prendre les meilleures compétences, je vais les booster, je vais stimuler tout le monde, et puis je vais donner un petit bonbon pour qu'ils aillent plus vite, plus fort, plus truc, et puis on va essayer de faire la meilleure loge de toute l'obédience. On n'est pas dans la maçonnerie du tout. La maçonnerie, c'est la sagesse aussi d'accepter la lenteur. Si la loge ne doit pas recruter tout de suite, parce qu'elle doit préalablement retravailler sur la spiritualité qu'elle aurait perdue pendant un moment, parce qu'elle aurait un second surveillant qui ne fera pas bien son boulot et les apprentis ont été mal instruits. Et plutôt que d'en prendre des nouveaux, on va retravailler l'instruction. Et là, ça veut dire que le vénérable dit les apprentis retravaillent, les compagnons et les maîtres. Et tout le monde se remet au travail. Et quand tout le monde est bien instruit, mais d'ailleurs, on n'appelle pas ça, tu remarqueras, et tous les mots sont importants chez nous, on ne parle jamais de formation, il n'y a pas de formation maçonnique. Pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas pour se former, c'est pas de la forme. C'est sur l'intérieur, c'est pas sur l'extérieur. On parle d'instruction. Et dans son sens étymologique, instruire, ça veut dire élever, ériger. Et donc ça vient de l'intérieur. On est dans de la construction. Eh bien, une loge, ça ne se forme pas. Ça s'instruit, ça se construit de l'intérieur. Et de l'intérieur avec des piliers qui vont devenir des maîtres, qui seront avant tout des modèles, des références, qui n'auront même pas besoin de parler, rien que par leur attitude et leur comportement. Les autres suivent simplement. Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis, disait Emerson. C'est important. Et c'est par l'exemplarité déjà. Ouais. Je trouve ça, vite, quand tu parlais du parrain qui est beaucoup plus différent du côté anglais, on a Joanne justement dans le chat qui dit vraiment important le parrain de la marraine. J'ai lu, tu vois, nous, de notre côté, le parrain est avec l'apprenti, avec le frère ou la sœur du tout début jusqu'à la fin. Hein, on dit que c'est comme un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est tout simplement comme ça. Puis, une fois qu'il y a le match entre le parrain et le frère ou la sœur, c'est une chaîne qui se défait pas. Et mais nous, on s'est pas convoqué quand il y a un manquement de paiement et tout ça, par exemple. Sinon, ça me coûterait cher. Moi, je suis à 12. J'ai 12 personnes, en fait 12 frères et sœurs avec moi, en dessous de moi, en fait, que je suis. Puis, si disons que certains il y a des problèmes, ça me causerait un petit peu de tort.
Non, je pense. Mais non, on n'a pas cette partie-là. Il y a CHBU Création là, qui pose une question intéressante. Le Godfather, oui. C'est ça, le parrain Jean-Godfather. Il faut que tu comprennes quelque chose, mon frère. Hein? Si ça fonctionne pas, je te casse les jambes. Hein? C'est ça, là. C'est ça, oui. Oui, non, on va éviter ça. Non, c'est ça. C'est tout le principe de filiation, tout simplement. C'est le rapport du maître à disciple, du père et du fils. Voilà, la maçonnerie, ça repose sur cela. Sauf qu'aujourd'hui, si on aborde la maçonnerie dans un esprit marchand, un esprit mercantile, eh bien, on achète. On paye son entrée. Et on paye sa place, et puis si on paye, eh bien, on a des droits. Mais on vient revendiquer ses droits. Alors qu'en fait, le maçon a surtout des devoirs. C'est les devoirs du maçon. On n'a pas écrit les droits du maçon. Et donc, puisqu'on a des devoirs, eh bien, c'est le devoir déjà de travailler pour soi et de servir les autres. C'est le propre de la maçonnerie. Si c'est pour faire du commerce ou pour venir acheter quelque chose, il suffit d'aller dans un magasin, d'acheter tout de suite les décors du 33e, les rituels qui vont avec, et puis c'est fini. Quoi. Mais il y en a des maçonneries, malheureusement, qui sont comme ça aussi, là, que tu achètes tes décors, puis écoute, on te donne tous les degrés, puis merci, bonsoir, c'est terminé. Même au Québec, là, on appelle ça des McDonald's maçonniques. Là, ça existe, malheureusement. Puis je suis pas mal sûr qu'en France aussi, là, il y a cette réalité-là. Bien sûr, il y a des gens qui ont fait commerce de degrés, ils vendent les degrés, ils vendent des reconnaissances, ils vendent des patentes pour aller s'installer à l'autre bout du monde et devenir tout de suite le grand maître d'Océanie. Et puis, voilà, le gars, il y a 15 personnes dans sa loge, c'est le grand maître. Oui, des gens pour qui le seul intérêt de la vie, c'est de devenir le grand maître d'une région. Écoute, les enfants jouent comme ça, mais au moins les enfants ils savent qu'ils jouent, ils savent qu'ils s'amusent, ils savent qu'à un moment donné ils disent bon, j'arrête de jouer parce que j'ai plus envie. Mais là eux ils s'arrêtent jamais. Appelez-moi grand maître. Là, tu m'ouvres la porte vers ma prochaine question. Je sais que c'est pas relié avec ton livre, mais tantôt tu nous as parlé que tu faisais partie du rite le rite de Memphis-Misraïm. Et il y a une question qui me brûle les lèvres depuis très longtemps. C'est l'épreuve du feu, ça. Oui, c'est ça fait mal, c'est ça. Ça fait partie d'un des voyages. Non, en fait, ma question, c'est au rite de Memphis-Misraïm, bon, on sait que c'est un rite qui possède 99 degrés. Il y a certains Memphis, je pense, qui vont quand même juste à 33. Mais ceux qui vont à 99 degrés, le dernier degré, le 99e degré, qui est supposé d'être le grand maître mondial, j'ai jamais vu autant de grands maîtres mondial sur la planète maçonnique qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Est-ce que tu en sais plus là-dessus? Parce que littéralement, je vais voir la Grande Loge française de Memphis-Misraïm, ils ont un grand maître mondial. Je suis allé voir à Porto Rico, ils ont aussi un grand maître mondial. Pourquoi? C'est pas supposé d'avoir juste un grand maître mondial pour le rite de Memphis-Misraïm? Oui, mais c'est parce que, si tu veux, quand tu regardes ces loges là où il y a le grand maître mondial, ils sont en général une vingtaine dedans, et ils sont mondiaux parce que comme ils voyagent pas beaucoup, ils se rencontrent jamais. Je sais pas si tu te souviens du film Highlander, avec Sean Connery et Christophe Lambert. Il ne peut rester qu'un à la fin, mais comme ils se croisent jamais, donc il y a aucun problème, ils peuvent vivre mondialement comme ça très très longtemps. Donc mais oui, mais c'est ce qu'on disait, ils sont contents, ils se nourrissent de ça, et ça leur fait plaisir, et j'en connais, je connais des grands mondiaux, oui, et c'est amusant, c'est folklorique, en fait ça s'appelle un folklore, voilà, c'est grand maître mondial, bon, ça n'a aucun intérêt initiatique, et très franchement, 99 degrés, à la limite, si tu veux, c'est un peu comme si tu réinventais ton thermomètre pour la température. Tu peux dire demain matin, il fait trop froid, donc moins 5, c'est vraiment froid, je vais changer le thermomètre, il va faire 23, tu auras 23 au thermomètre, mais il fait toujours moins 5, il fait froid. Donc c'est la même chose, la graduation, mais attention, ceux qui ont inventé ce principe de graduation dans le Memphis-Misraïm, il y a un réel sens. C'est-à-dire que la graduation a un sens. C'est l'application qui est risible.
quand je te dis là tout de suite, c'est des gradations. Alors, dans le Memphis Misraïm, tu as des rites comme le Yarker, par exemple, où on est venu en 33 degrés. Mais quand tu es dans une échelle à 95 ou 99, ça a un sens, ça a un réel sens initiatique. Le tout, c'est que si tu as payé 1500 piastres, comme on dit chez toi, si tu as payé 1500 piastres pour pouvoir avoir ton 95e, bah, t'as 1500 piastres de moins et puis t'as rien de plus, quoi, si ce n'est un bout de papier avec écrit. Et puis si t'as 15 gugus derrière qui te disent oh grand maître 95, bah ça y est, c'est gagné, quoi. Mais c'est la même chose avec un doctorat. Si moi j'arrive au Québec en faisant croire que j'ai un doctorat en médecine ou en communication ou en ce que tu veux, et tout le monde me suit aveuglément et il m'appelle docteur, bah voilà. Bon, je ne serai jamais, je suis pas docteur, mais si j'ai 20 disciples qui me suivent, on a déjà vu ça au Québec, ça s'appelait l'ordre du temple solaire. Ah oui, mais c'est épouvantable, ça. Ah ouais. Voilà, mais, et puis, bah, voilà. Mais c'est juste que moi, je trouve ça quand même assez particulier de voir ça, spécialement avec le rite de Memphis Misraïm, tu sais. Puis je me disais, parce que j'avais l'impression... puis là, on dépasse là, en fait le temps. Là, j'abuse en fait de ton temps, là, mon frère. Là. Mais puisque t'es quelqu'un qui... C'est gratuit, c'est un spécial ce soir. Ah ouais, c'est spécial, ok, parfait. Non, mais... Mercredi, moi, c'est le soir spécial jusqu'à 22h30 cadeau. Parce qu'il y avait quelque chose de particulier, j'avais remarqué avec le rite de Memphis Misraïm, c'est qu'habituellement, quand on transmet une lettre patente entre obédiences, en fait, habituellement, ben, c'est une obédience à une autre obédience. Mais j'ai remarqué qu'avec le rite de Memphis Misraïm, ça se transmet par personne. Quand j'ai un moment donné, j'ai vu des patentes passer et on voyait vraiment la lignée de Robert Ambelin vers quelqu'un, je pense, Gérard Clopel, puis ainsi de suite et tout ça. Donc, c'est quand même la manière qu'elle est retransmise, elle est quand même différente de qu'est-ce qu'on peut voir au rite de York, au rite accepté. Ah oui, c'est toujours une affaire de personne, sauf que là tu cites par exemple Ambelin et Clopel. Clopel s'est retrouvé à être le fils spirituel à qui a été transmis la patente. Sauf que il y a des courriers, j'en possède un sur mon ordinateur, qui montrent que sur la fin de sa vie, Ambelin a tout retiré et a banni Clopel. Donc ça veut dire qu'il en a fait son héritier, puis après il lui enlève tout, et puis en fait, tu as l'impression d'être au cégep, au cégep. Et puis, bon, pour les Français de métropole, c'est, on va dire, le collège ou le lycée, t'as l'impression d'être à l'école, et puis avec des enfants qui sont en train de s'engueuler, t'es mon copain, puis après t'es plus mon copain, puis après je te donne mon truc, mais je te le donne plus. C'est des histoires de personnes. Et effectivement, quand tu es dans des structures humaines où il y a 15 000, 20 000, 40 000 personnes, eh ben, l'obédience, elle est dans une stabilité et elle n'a pas le même temps de calcul du temps. Ouais. C'est-à-dire quand tu as une obédience qui a 3 siècles, elle a une stabilité qui fait qu'une petite obédience de 200 ou 300 personnes, qui a une durée de vie de 15 ou 20 ans parce qu'ils vont se bouffer le nez et puis ça va exploser, et c'est pour ça qu'il en existe plein, donc ça repose sur des personnes, et tout ça c'est... Mais il y a des côtés folkloriques, il y a des côtés très très sérieux. Moi, je connais dans le Memphis Misraïm, dans les rites égyptiens, des gens très sérieux qui travaillent. Et faut pas trop s'arrêter. C'est comme tout. Si t'es profane, tu vois la maçonnerie dans les journaux, tu vas te faire une mauvaise idée. Quand tu rentres dedans, tu te rends compte qu'il y a des bons, des moins bons. Et ben, c'est la même chose dans les rites exotiques. Oh oui, c'est ça. Où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie de toute façon. Puis, comme disait, en fait, j'ai juste nommé un peu Casanobla aussi, qui dit mais les autres rites ne sont pas plus unis non plus. Non, effectivement, puis ça revient encore à ce que Steven disait la semaine dernière, mais tu sais, si les gens croient qu'on a un nouvel ordre mondial, on est loin d'être unis. Je vous le dis tout de suite, là, il est loin d'être unis. Et puis Casa aussi disait, il y a plusieurs suprêmes conseils du RE2A et autres aussi. Les rites égyptiens, c'est plus voyant parce qu'ils sont principalement sécuritaires. C'est ça. Donc, oui, puis effectivement, tu sais, le rite écossais en accepté, c'est pas plus mieux aussi. Tu sais. Je pense que par la loi maçonnique, on était supposé d'avoir un suprême conseil par pays, puis je pense que juste la France, on a quoi, à peu près une trentaine de suprêmes conseils, là, tu sais. Fait effectivement, puis c'est la même chose aussi pour le Québec. Là. Je veux dire, le Québec, il y a peut-être 6 ou 7 suprêmes conseils là, présentement. Là, donc, à un moment donné, ça vient un peu farfelu, mais c'est
c'est de comprendre cette réalité-là, puis de dire que finalement, la maçonnerie n'est pas parfaite. Puis ça revient encore au message de, pour ton livre, pourquoi qu'on rentre en maçonnerie, mais c'est pour devenir une meilleure personne et pour travailler sur soi-même. Donc, il va toujours avoir des bons côtés, il va y avoir des mauvais côtés, mais je pense que l'aspect le plus important, c'est de travailler sur soi-même. Ouais, tu sais, je connais une petite histoire qui me fait beaucoup rire toujours. C'est trois touristes qui se retrouvent dans un resort à Punta Cana, et puis ils sont en train de boire et ils sont très abîmés le soir. Et puis il y a le Québécois qui commence à dire moi je suis franc-maçon, et les deux autres disent c'est pas vrai, ils se reconnaissent, tous les trois sont francs-maçons. Et il y a le Québécois qui dit moi je suis grand maître de la Grande Loge Unie du Québec, du truc. Et puis t'as le Suisse qui dit moi je suis le grand maître de la Grande Loge, et t'as le Français qui dit moi je suis le président du Suprême Conseil en poste à Marseille. Et là, tous les trois, et ça picole. Et le lendemain matin, ils sont tout piteux, ils sont au petit déjeuner, la tête dans le bol, beaucoup plus humble. Et puis il y a le Québécois qui dit écoutez mes frères, hier j'ai un peu abusé. En fait, je suis pas grand maître du tout, je suis le vénérable de ma loge à Montréal. Et puis c'est tout. Et je vous présente mes excuses. Et il y a le Suisse qui dit moi c'est la même chose. Je suis à Lausanne et je suis vénérable de ma loge. Et il y a le Français qui arrive qui dit moi aussi mes frères, je vous ai bien menti. Parce que en fait je suis pas de Marseille, je suis d'Aix-en-Provence. Lui il est bien président du Suprême Conseil, ça. Donc les Français, la France ça s'est fait avec des tribus gauloises de partout, c'est assemblé, tout le monde veut être le chef de la tribu, suffit de lire Obélix, Astérix, et tu vois, c'est un petit peu pareil quoi. Mais d'un autre côté, je le dis souvent, j'en ris parce que je m'autorise, parce que c'est chez moi, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait en fait la vie. Dans les familles où il se passe jamais rien, où tu vois tout le monde en train de sourire et en train de se faire des courbettes, c'est certainement les familles où il y a les choses les plus pourries. Quand t'as une famille où on s'engueule, je sais pas si tu l'avais vu au Québec, il y a un film qui s'appelle La vie est un long fleuve tranquille, avec d'Étienne Châtillez. En fait, l'histoire, c'est à la maternité, la sage-femme, enfin l'infirmière, elle a interverti 2 bracelets de 2 bébés. Et donc, le bébé des pauvres est élevé chez les riches et le bébé des riches est élevé chez les pauvres. Et un jour, on dévoile ça. Et donc, il y a Châtillez qui raconte, quand il tourne le film, quand il fait le making-of et qu'il raconte, il dit, en fait, je préfère de très loin les pauvres. Parce que quand il tourne, c'est la famille Groseille qu'il s'appelle dans le film, et les autres, les Duquesnois. Et il dit, le Quénois, il dit, je préfère les Groseilles, parce que chez les Groseilles, on se dit des grossièretés, mais au moins on se dit les choses et on se parle. Alors que chez les autres, tout est dans la sournoiserie, on se fait des sourires et des courbettes, mais en fait, c'est en dessous, c'est caché. Eh bien, la maçonnerie en France, tout le monde s'engueule, s'entend jamais bien, mais en fait, s'il y a un ennemi extérieur qui arrive d'un seul coup, tout le monde va être uni. Et donc, ça donne de la vie, et c'est sûr que quand tu as un esprit très latin, ça va, quand tu as un esprit très anglo-saxon, et tu prends de la distance par rapport aux choses, tu vois des Français dans une réunion comme ça, tu te dis je vais m'éloigner parce qu'ils sont insupportables. Ça parle fort, ça connaît tout, ça sait tout. Suffit de voir les retraités qui viennent rue Sainte-Catherine dans les restaurants au mois d'août, au mois de septembre. Ils arrivent dans les restaurants, c'est jamais bon comme chez eux. Enfin, tu te demandes pourquoi ils sont venus au Québec, c'est tellement mieux en France, quoi. C'est ça. Mais c'est l'esprit, c'est les différences culturelles, et quand tu connais ça, tu te dis bon, écoute, on les aime bien, et comme on dit au Québec, pour faire de l'argent avec un Français, il faut l'acheter au prix qu'il vaut vraiment et le revendre au prix qu'il se croit. C'est ça, quoi. Je les connais toutes, vos blagues. C'est vrai, t'as passé quand même quelques années au Québec aussi, là. Ouais, j'ai passé 5 ans ici. Ouais, c'est ça. Il y a 2 quêteux qui sont sur la rue Sainte-Catherine, et puis il y en a un qui est québécois et l'autre il est français, et puis il y a le québécois, au bout de 2 heures, il a juste 50 cents dans son chapeau. Il vient voir le français, il a 250 piastres dans le chapeau. Il dit 250 piastres, mais comment t'as fait? Il dit c'est simple, j'ai mis une petite pancarte, je suis français, je veux retourner chez moi. On me les a toutes racontées, je les connais toutes. Franck, un grand merci encore une fois d'avoir été parmi nous.
où est-ce qu'on peut acheter ton livre présentement? J'imagine qu'il est déjà disponible, ton livre? Il sera sur Amazon dans 48 heures. Mais par contre, sur le site officiel qui s'appelle Ma Franc-Maçonnerie, tout simplement, c'est ma-franc-maçonnerie.com. Suffit d'écrire Ma Franc-Maçonnerie dans Google et on arrive sur le site officiel du livre. Sur Amazon, il n'est pas libre encore, mais sur le site officiel du livre, on peut le commander maintenant. Comment? J'ai dit excellent. Ouais. Voilà. Et puis, il se fait à combien au juste? À combien qu'il se vend au juste? Combien le prix? Oui. 17,50 €. Excellent. C'est très abordable. Donc, mon frère, un grand merci d'avoir été là encore une fois. C'est toujours un grand plaisir. Tu es toujours le bienvenu parmi nous aussi. As-tu d'autres projets que tu travailles aussi présentement? Oui. Un énorme projet le mois prochain. Ah oui? Oh, excellent. Est-ce qu'on le voit aussi dans les émissions dans les médias? Ah, excellent. Puis est-ce que tu participes toujours aux émissions de podcast sur je me sais plus, c'était la radio la radio de la Grande Loge Mixte de France, je crois, hein? Ah oui, non, le grand maître m'a appelé, m'a demandé de donner un coup de main pour aider. Okay. Et pour aider à la mise en place. Et donc, comme j'étais assez proche de Radio Delta, je me suis dit, autant les assembler tous les deux et que la Grande Loge Mixte ne réinvente pas ce qui existe déjà. Ah oui. Radio Delta était content de ce partenariat, donc j'ai participé au lancement. Et puis après, je me suis effacé comme je fais d'habitude. Je lance les projets, puis je vais sur de nouveaux projets. Et là, je suis sur un nouveau projet autre que la littérature, mais on n'en est pas très loin quand même. Mais je réserve la surprise pour le mois prochain. Très cool. Un grand merci, mon frère. Intéressé en plus. Oui, bon, c'est parfait. On va reparler certainement. Sinon, moi, de mon côté, j'aimerais remercier encore une fois tous nos membres Patreon. Donc, pour ceux et celles qui veulent devenir membres Patreon, vous allez sur patreon.com// sous le bandeau. Et on a 3 forfaits, en fait. On a un forfait à 3 $, on a un forfait à 5 $ et un forfait à 7 $. Et c'est très simple, ces forfaits-là. À quoi ça sert? C'est que ça paye notre équipement, ça paye notre technologie, les serveurs web et tout ça. Comme vous pouvez voir, en fait, qu'on a présentement, on teste une nouvelle plateforme, hein, qui est la plateforme, en fait, Restream.io. Et notre frère, aujourd'hui, Franck, était notre testeur officiel de France. Puis je crois que ça a quand même super bien fonctionné. Dans les forfaits, en fait, le forfait de 3 $, on a le Fat Pack et Gloria. Donc, un grand merci, encore une fois. Le forfait à 5 $, on a Vincent, Thomas, Cindy, Carl-Henri. Et le forfait à 7 $, les maîtres podcasteurs, les maîtres du monde, en fait, il faut le dire, là, c'est les maîtres du monde du podcast. Et on a, en fait, Thibaut, Sylvain, Sean, Ronan, Raymond, Pierre, Michel, Laurent, Dominique, Cap Jazz, Eric et notre frère Cédric. Donc, un grand merci à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine émission. Bye bye.